La société n'aime pas parler du vieillissement. Elle n'aime pas parler du handicap. Elle aime encore moins parler de la phase ultime de la vie qui est la mort. Lorsque les médias abordent ces sujets, ils vont plus l'aborder sous la forme des anti-âge, anti-rides, pour aborder tout ce qui va nous permettre de rester jeunes. Pour autant, le vieillissement fait partie de la vie. Dans l'accompagnement des adultes en situation de handicap, les familles disposent de matériel. Ce matériel, bien que de belle qualité, reste stigmatisant. Il marque la maladie, il marque le médical. Dans ce contexte, comment aborder le vieillissement? Comment ne pas en avoir peur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous voici au cœur du sujet, que la société ne veut pas aborder, parce qu'il est douloureux. Les quelques connaissances que nous allons vous transmettre vont vous permettre de mieux l'appréhender. Le vieillissement est inéluctable, il fait partie de la vie. Il y a donc des signes normaux, des pertes physiques, des pertes intellectuelles. Il y a également d'autres signes plus lourds, plus pathologiques. Nous allons vous présenter les signes les plus fréquents de ces pathologies. Ils ne sont pas systématiques et ils sont très variables d'un individu à l'autre. Parmi les pathologies, nous pouvons citer les pathologies physiques, les problèmes d'arthrose, par exemple, des pathologies vasculaires, problèmes cardiaques, les AVC, des pathologies liées au sens, la perte de l'audition, la perte de la vue, les glaucomes, par exemple. Ces pathologies sont bien connues. Elles limitent l'autonomie, mais la prise en charge médicale peut atténuer ces limitations. Il faut également évoquer une pathologie fréquente, l'incontinence urinaire ou l'incontinence fécale. De 20 à 30% des personnes de plus de 60 ans, essentiellement des femmes, souffrent de cette pathologie. Cette pathologie est douloureuse parce qu'elle touche l'image de soi, parce qu'il est difficile de l'évoquer. Pour autant, un accompagnement médical peut en réduire les effets. Pour les pathologies cognitives, les plus fréquentes se rapportent à la mémoire ou à la perte de concentration. Des maladies, des pathologies dégénératives touchent le cerveau. Les plus connues sont la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Les maladies neurodégénératives sont marquées par des troubles qui vont progressivement s'accentuer. Nous allons vous présenter ces troubles, mais attention, l'apparition d'un trouble ne signifie pas que la personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative. C'est un examen médical approfondi qui pourra en attester. La perte de la mémoire est un signe de la maladie d'Alzheimer, parmi d'autres. Il ne s'agit pas d'un oubli « où ai-je rangé mes clés ? Qu'ai-je fait du paquet de pâtes que je viens d'acheter ?» La personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer n'a pas conscience de cette perte de mémoire. Ce n'est pas non plus un déni. Elle ne se rend pas compte qu'elle ne se souvient plus. La personne ne sait plus comment utiliser les objets du quotidien. Elle ne sait plus non plus réaliser les gestes courants, tels que s'habiller, se laver. Il peut arriver également qu'elle se mette à voler, tout simplement parce qu'elle a oublié comment se comporter. La personne ne reconnaît plus ses proches, elle ne reconnaît plus ses enfants, elle ne reconnaît plus son conjoint. Ce trouble a un fort impact émotionnel pour les aidants et pour les proches. Ils ont l'impression d'avoir disparu, que les liens affectifs n'existent plus. Les troubles du langage s'installent progressivement. La personne a de plus en plus de mal pour trouver ses mots. Elle a de plus en plus de difficultés pour construire des phrases. Ces phrases deviennent incompréhensibles. La perte des mots, la perte de la compréhension, c'est ce qu'on appelle l'aphasie. La personne peut être désorientée dans le temps et dans l'espace. Elle ne reconnaît pas le jour, elle ne reconnaît pas l'heure, elle ne reconnaît pas l'année. Elle peut être également perdue dans son espace, au point même de se perdre dans sa propre maison.
La nuit, il nous est déjà arrivé de rechercher l'interrupteur, de rechercher la porte, de ne plus savoir où nous étions jusqu'au moment où nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dans notre chambre habituelle, une chambre de vacances, une chambre d'hôtel. C'est ce que vit la personne qui souffre de désorientation. Un autre trouble, la persévération. La persévération est la répétition d'actes ou de paroles. Répéter toujours la même chose, ranger sa serviette en permanence, fouiller dans son sac en permanence. Autant d'actes qui peuvent laisser croire à l'aidant qu'il n'est pas écouté. Il peut alors s'énerver, il peut alors se fatiguer. Une autre manifestation, les idées délirantes. La personne pense qu'elle est victime de vol, qu'elle est victime d'agression. Elle se plaint et risque d'accuser à tort un intervenant, rendant la situation particulièrement délicate pour ses proches. Autre trouble, la personne devient agressive, irritable. Elle use d'un vocabulaire qu'on ne lui connaissait pas, grossier, injurieux, graveleux. C'est un choc pour sa famille. Nous vous avons parlé de ces pathologies en particulier parce que les aidants sont souvent désarmés face à elles. Mais en fait, peu importe la pathologie précise, ce qui compte, c'est de comprendre que les pathologies liées au vieillissement vont s'ajouter aux difficultés liées au handicap, que le besoin d'aide va augmenter alors que l'aidant lui-même vieillit. C'est là une des idées clés qui explique pourquoi il faut anticiper le vieillissement. En effet, avec l'avancée en âge, l'aidant peut être plus fatigué, il peut avoir plus de mal à dormir et donc être plus énervé, avoir moins de patience. Il peut également avoir des problèmes, comme des problèmes de dos, qui vont l'empêcher d'aider son proche comme il le faisait jusqu'à présent. Et ceci va pouvoir rajouter de l'angoisse et du stress à la situation. En outre, avec le vieillissement, il y a une angoisse qui est là pour tous les aidants, qui est là depuis très longtemps, depuis des années, voire depuis le début, c'est l'angoisse du « après-moi ». Qu'est-ce qu'il va se passer si je décède? Qui va s'occuper de mon proche? Que va-t-il devenir? Que va-t-il faire tout seul? Nous venons de vous dresser un portrait terrible de la vieillesse. Comme le disait le général de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Mais réalisez que vous venez d'avoir une sensibilisation de quelques minutes et que nous venons de vous présenter le pire des situations. Prenez l'exemple de la sécurité routière. Vous conduisez, vous avez été peut-être témoin d'accidents, vous avez peut-être participé à une sensibilisation, peut-être même vous êtes-vous fait peur sur une priorité à droite ou parce que vous avez eu un accrochage. Tous ces événements négatifs vous amènent à conduire différemment, à faire plus attention. Considérez que de la même manière, vous venez d'avoir une sensibilisation au vieillissement. Toutes ces informations doivent vous aider à un moment donné à prendre des décisions. Mais par ailleurs, cela ne doit pas vous empêcher de profiter de tout ce qui est positif. Pour bien préparer le vieillissement, le mot-clé, c'est l'anticipation. Plus vous anticiperez sur les difficultés, plus vous éviterez les situations d'urgence et plus vous aurez le temps pour prendre des décisions. Cette anticipation concerne d'abord l'environnement médico-social, l'accompagnement qui est proposé. N'hésitez pas régulièrement à réévaluer cet accompagnement en tenant bien compte des besoins et des capacités de la personne accompagnée, mais également de vous-même aidant. C'est vraiment ce binôme personne accompagnée et aidant qui doit être au cœur de l'accompagnement et qui doit être réévalué régulièrement. Autre point complexe, la situation juridique et financière de la personne en situation de handicap. Si vous décédez, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que des revenus minimums seront assurés? Qui va prendre soin de votre proche? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à vivre comme il le faisait? Est-ce qu'on va pouvoir respecter ses volontés? Tous ces points sont extrêmement complexes et il faut du temps pour trouver les solutions adaptées à la situation. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de la banque, de la mutuelle, des assurances, des associations, des aides juridiques qui peuvent vous apporter des réponses claires pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais là aussi, comme pour l'accompagnement médico-social, régulièrement faites un point pour vérifier que les décisions que vous avez prises à un moment conviennent maintenant dans ce contexte qui a peut-être évolué. Autre sujet d'anticipation à aborder, celui du maintien au domicile. Très souvent, et trop souvent, les aidants promettent à leurs proches qu'ils vont les accompagner jusqu'au bout en restant au domicile parce qu'ils ne souhaitent pas aller dans un établissement type maison de retraite, EHPAD. Malheureusement, pour tenir cette promesse, les aidants en font beaucoup trop par rapport à leur capacité, voire se mettre dans des situations de danger parce qu'ils vont continuer à accomplir des actes qu'ils ne sont plus à même d'accomplir. La situation va tenir et si malheureusement à un moment l'aidant se fait mal, tombe malade ou doit être hospitalisé, à ce moment-là, la famille va se retrouver dans une situation d'urgence et dans une situation extrêmement violente où il va falloir très rapidement trouver un établissement d'accueil pour la personne. Il est donc très important de parler en amont de la possibilité d'être accueilli à un moment donné dans un établissement d'accueil spécialisé. D'autant qu'une difficulté existe, à savoir que les établissements d'accueil sont habitués à accueillir des personnes âgées, mais qu'ils ne sont pas habitués à accueillir des personnes en situation de handicap qui ont des besoins très spécifiques. Une des solutions qui existent, c'est l'accueil temporaire, où la personne en situation de handicap va être accueillie pendant quelques jours dans un établissement. C'est une solution de répit pour l'aidant et ça permet aussi à la personne en situation de handicap de se familiariser avec ce qu'est un établissement d'accueil afin que vous puissiez trouver l'établissement qui conviendra si à un moment donné le maintien au domicile n'est plus possible. Nous reparlerons de la possibilité des accueils temporaires dans une prochaine vidéo. Enfin, derrière tous ces sujets, il y a le sujet de la communication familiale. L'idéal, ce serait de pouvoir parler régulièrement à ses proches, de les tenir informés de l'aide qui est apportée, de les tenir informés des difficultés qui sont peut-être rencontrées, pour que les proches puissent s'impliquer, puissent apporter de l'aide et surtout qu'ils puissent soutenir l'aidant qui ne soit pas la seule personne à prendre des décisions délicates. C'est possible pour certaines familles, mais il y a certaines familles chez qui la communication est beaucoup plus compliquée. Dans ces cas-là, une des possibilités, c'est de faire appel à un tiers spécialisé en médiation familiale. Cette personne va pouvoir permettre de renouer le dialogue afin, tous ensemble, de construire l'accompagnement qui convient le mieux.